Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel musical sur Mon Studio TV. Pour cette première émission de la rentrée, nous avons le plaisir d'accueillir Samir Awad. Bonjour Samir. Bonjour Christine. Qui est luthiste, concertiste et compositeur marocain résidant à Nantes. Et puis pour cette interview aussi, je précise que nous nous trouvons dans le restaurant le Squadra, qui est quai des Antilles, à Nantes. Alors première question, Samir, donc tu es luthiste. C'est ça. Et je voulais savoir, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots qu'est-ce que le oud, cet instrument dont tu joues? Je vais être évidemment subjectif parce que pour moi le oud c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose de très grand. Maintenant si on parle de l'objet en soi, c'est qu'un bout de bois avec des cordes, mais pour moi ça représente beaucoup de choses. Et le oud est un instrument qui est né en Mésopotamie il y a 5000 ans. Et donc il fait partie des familles des luths. Pourquoi des familles des luths? Parce que tout simplement c'est un instrument à cordes pincées avec des cordes. On a un manche et on a une caisse de résonance. Comme beaucoup d'instruments, comme la guitare par exemple, avec un manche, une caisse de résonance. Et donc des cordes pincées à la différence des violons. Donc ça fait partie des familles des luths. C'est ancien, il a 5000 ans. Il s'appelle oud parce que je pense que le premier peuple qui l'a inventé, ils se sont pas trop cassé la tête. Ils ont dit on a un instrument qui est fait en bois, comment on va l'appeler? Ils l'ont appelé bois parce qu'en fait le mot oud en arabe veut dire bois tout simplement. D'accord. Donc en fait ça c'est, j'allais montrer la table pour vous dire c'est du bois, c'est pas du bois mais tout ce qui est bois en tout cas en arabe c'est du oud. Et donc l'instrument aussi, on précise des fois qu'est-ce que tu joues comme instrument? Je joue l'instrument du oud, du bois, pour faire référence à l'instrument. Donc il a 5000 ans, il a traversé plusieurs civilisations, plusieurs cultures. On va citer quelques-unes, mais je ne peux pas tout citer parce qu'il y a quand même 5000 ans d'histoire. On va citer par exemple la civilisation perse, on va citer par exemple la civilisation romaine, on va citer évidemment la civilisation musulmane. Toutes ces civilisations-là ont contribué à rajouter soit que le manche il soit un peu plus grand, soit finalement on va rajouter des cordes, soit finalement la caisse de résonance va devenir un peu plus grande avec des lattes. Avant il y avait une seule caisse de résonance. Maintenant c'est pas une seule, enfin c'est une seule caisse de résonance, mais il y a plusieurs lattes qui sont collées l'une collées à l'autre, c'est comme ça qu'on dit. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc on a plusieurs en fait qui fait une seule pièce de caisse de résonance. Et d'ailleurs, on va juste montrer une petite image. Tu m'as dit c'est peut-être pas c'est l'objet. Pour avoir une idée de l'instrument. Voilà, pour avoir une idée de l'instrument, voilà. Et voilà. En tout cas, l'instrument, il ressemble à ça. Donc, on a des cordes, on a 11 cordes. En principe, on a des ouds de 11 cordes. D'accord. Mais on peut trouver des ouds de 12 cordes ou de 13 cordes, ça dépend des régions. Mais 90% des ouds qui existent dans le monde, c'est des ouds de 11 cordes. Et tu jouais avec un plectre. Un plectre, d'accord. Un plectre, en arabe, on appelle ça risha. Et risha en arabe littéraire veut dire la plume, parce qu'à l'époque de l'Andalousie musulmane, on jouait avec une plume de pan. Donc en fait c'était très grand, c'était colorié et tout ça. Oui. Et plus la plume était très grande, plus le joueur de oud avait de la prestance, c'était quelqu'un de très intéressant. Si la plume était tout petite, ça doit être un étudiant ou quelqu'un en tout cas qui n'a pas de renommée en musique. Et en fait la plume était tellement grande, tellement ouverte comme ça avec des couleurs, à tel point que dans la musique arabe, on avait des couleurs de ce que le joueur va représenter. Ça veut dire que si à un moment le joueur de oud, on va voir sa plume, si la plume est rouge, ça veut dire qu'il est en train de jouer un morceau sur l'amour ou sur l'interdit. Si la plume était verte, ça veut dire qu'il est en train de jouer un morceau sur tout ce qui est spirituel, tout ce qui est religieux, tout ce qui est le bleu, c'est sur tout ce qui est social un petit peu, les relations sociales. Et voilà, donc la plume était grande, le joueur il mettait plein de plumes devant lui. Aujourd'hui malheureusement on ne joue plus avec une plume, j'ai pas pour montrer l'exemple, aujourd'hui malheureusement je joue avec du plastique. Enfin je dis malheureusement mais aussi heureusement parce que t'imagines bien quand on joue avec une plume, la vitesse à laquelle on joue est beaucoup plus lente en fait, parce que y a en 700 quelque chose, 800 quelque chose, on jouait peut-être note par note, doucement. C'était vraiment le jeu qui correspond même d'ailleurs aujourd'hui. Il y a certains traditionnalistes aujourd'hui qui veulent que le oud reste comme ça. Il y a 1300 ans, ils veulent que ça reste comme ça. Sauf que maintenant on joue avec un plectre en plastique qui est très fin,
qui est très petit, très léger. Et en fait, ça permet de jouer 40 fois plus de notes que si j'avais une plume à la main. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis D'accord. heureusement on a perdu on a gagné en dextérité, on a gagné en rapidité, en technique, mais malheureusement on n'a plus ce côté beau de la plume. Et toi, dans ta façon de jouer de cet instrument, quelle est ton originalité que tu avais évoquée tout à l'heure? Alors l'originalité évidemment elle tient de mes racines arabes Ouais. et marocaines. Je joue le oud comme je l'ai appris, ça veut dire de la manière la plus traditionnelle possible. Euh, Maintenant, quand j'ai vu, parce que dans mon parcours, j'étais amené à abandonner le oud à la fin du mon conservatoire, Mhm. donc j'ai abandonné le oud et je suis parti voir un peu ce qui se passe dans le black metal, dans le flamenco, D'accord. et je suis resté quasiment 12 ans à me balader dans le flamenco et dans le black metal. Et au bout d'un moment, quand je suis revenu au oud, Et tu jouais de la guitare, c'est ça? Oui, de la guitare, t'avais oui, oui, changé oui. d'instrument? Ouais. de la guitare à fond, c'était les écouteurs et c'était autodidacte en fait. J'ai pas fait d'école, j'avais juste les écouteurs dans les oreilles et j'écoutais Paco de Lucia quasiment 24 heures sur 24 ou bien Slash pour Slash de Guns N' Roses. Et en fait, j'essayais de reproduire un peu les solos. Et en fait, après 12 ans, on va dire, de balade, j'ai fait même du jazz aussi. Oui. À un moment, je suis revenu au oud et en fait, la manière traditionnelle, comme j'ai dit, je joue à la manière traditionnelle, ne me convenait plus vraiment. Je me disais, mais évidemment, je ne vais pas trahir l'instrument parce que jouer comme si je jouais une guitare, c'est un peu pour moi trahir l'instrument. Donc, si j'ai un oud entre les mains, c'est qu'il faut qu'il reste un oud. Ça, c'est le principe, ça, c'est pour moi le concept d'un instrument entre les mains. Maintenant, je me suis dit, ben, si de temps en temps, et discrètement, et subtilement, et vraiment quelque chose qui va aller chercher des accords, des arpèges ou des choses, pourquoi pas? Et D'accord. donc j'ai essayé de rajouter des arpèges, des accords, même si les accords, moi j'ai pas rajouté les accords, mais les accords de première année, enfin du conservatoire, ça existait, mais en majeur ou en mineur, juste un do. Et en fait, je suis allé voir même chercher le fa, je suis allé chercher le si, je suis allé chercher le la, le la bémol, mais pourquoi on peut pas chercher ça? Et en fait, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des accords qui fonctionnent, il y a des accords qui ne fonctionnent pas, donc j'ai pris que ce qui fonctionne. Et en fait, pour moi, c'est une limite jusqu'au moment où je me dis, est-ce que je joue un oud ou une guitare? Il y a cette question-là quand je me dis, je suis parti peut-être un peu trop loin. Bah, pour moi, il y a une ligne rouge à ne pas franchir pour ne pas trahir l'instrument D'accord. et ne pas trahir la culture de l'instrument pour ne pas jouer de la guitare à la place d'un oud. Donc ça reste un oud avec Ouais. des influences. Et comment s'est passée cette rencontre avec l'instrument, justement? Ça remonte à 90, je pense, j'avais 7-8 ans. D'accord. Et j'étais au conservatoire et mon oncle était le directeur du conservatoire de Casablanca. Ok. Et donc je me suis inscrit en septembre, je crois, en piano. Donc Mhm. je jouais du piano, tu veux faire quoi? Bah, je veux faire du piano. Et au bout d'un moment, c'était en février et mon père m'avait déposé un peu plus tôt pour aller à mon cours. Donc je suis allé au cours et à un moment je me suis dit bah, il me reste encore 10 minutes avant d'aller au cours. Je vais aller voir un peu ce qui se passe dans les autres salles. Donc je rentre dans une salle de danse, j'ouvre la salle et je trouve un monsieur qui joue du oud avec une chanteuse. Et là le monsieur il me voit, il me dit, enfin j'ouvre la porte et j'ai voulu la refermer aussitôt. Et là il me dit viens, je t'ai déjà vu, viens bien. Donc je m'approche, il me dit est-ce que tu connais l'instrument? Moi dans ma tête, évidemment je connais l'instrument parce que mon oncle est le meilleur du monde quasiment. Donc, parce que mon oncle est directeur du conservatoire, mais c'est aussi Un joueur. un des grands joueurs Ouais. de oud, un des grands en tout cas, qui existe. Et donc, dans ma tête, c'était une évidence qu'il me dise est-ce que je connaissais l'instrument? Donc, je lui dis dans ma tête, évidemment que je connais. Ben, il me dit très bien, je me rappelle très bien. Et il me dit reste avec nous, moi je suis prof de oud. Si tu as aimé l'instrument, ben, tu viens à mon cours. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, je ne sais pas ce qu'il m'a raconté. Le samedi d'après, j'étais en classe de oud avec lui. Et j'ai abandonné le piano. Je l'ai touché il y a quelques années.
passé. Donc ça veut dire 30 ans que j'ai pas touché un piano. Qu'il y a une connexion forte en fait. Voilà, une connexion très forte avec l'instrument. Et puis j'ai fait c'était en mois de février. J'ai accédé à la classe de oud en mois de février, mars. Donc c'était à 3 mois avant la fin de l'année. Et voilà, c'était comme ça la rencontre. Et j'aimerais évoquer maintenant les différents projets que tu as actuellement. Et tout d'abord, commencer par ton projet, donc Samir Awad Trio. Est-ce que tu peux nous présenter ce projet ? Ce projet est sorti de ma tête pendant le confinement. D'accord. Donc j'avais composé et écrit les partitions pendant le confinement. Et à la sortie du confinement, donc, j'ai fait appel à un contrebassiste et un saxophoniste. Le contrebassiste c'est Rémi Alain et le saxophoniste c'est Olivier Besson. Et en fait, j'avais une idée dans ma tête de me dire, souvent on va voir en Europe des projets de oud ou de joueurs de oud par exemple, qui jouent avec c'est pas du tout, c'est pas quelque chose de nouveau, un saxophone et un contrebasse. En fait, dans la création que je voulais montrer, c'est que je voulais que ce soit le oud qui s'assoit au milieu. Et non pas un instrument qui va juste accompagner. Sur scène d'ailleurs, tu es au milieu. Voilà, ouais. pas que physiquement, Oui. c'est que l'instrument qui va parler quasiment du début à la fin du spectacle. Parce que j'avais peut-être la reproche ou l'envie d'écouter d'autres artistes qui ont fait ça auparavant et que finalement on va entendre de la même manière que j'ai cité j'aime pas trahir l'instrument, j'aime pas non plus que l'instrument soit joué à une petite valeur. Ça veut dire que quand on va jouer avec un Européen, on va dire on va éviter les quarts de temps. On va éviter beaucoup les glissando, on va éviter peut-être un peu l'esprit oriental à 100% arabe pour un peu coller à un Européen ou à un musicien de jazz. Et en fait, finalement, moi je me suis dit, j'ai pas envie de faire cette contrepartie, c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être au saxophoniste de se rejoindre au oud. Et moi je vais jouer le oud comme je veux, avec mes quarts de temps, avec mes arpèges, avec mon jeu. Et on va inverser un petit peu pour donner peut-être un peu plus la place du oud tel qu'il se doit. Et je ne savais pas si elle allait fonctionner vraiment, mais je suis parti du principe que le flamenco a fonctionné. Donc il n'y a pas de raison qu'une fusion bien travaillée ne soit pas aussi travaillée. Enfin, je dis bien travaillée. Évidemment, pour moi, c'est bien travaillé, mais c'est très subjectif pour chacun. Mais j'avais envie que le oud il prenne toute sa place dans l'expression. Et en fait, je raconte une forme de journal intime dans lequel je raconte que je suis quelqu'un de très joyeux de la vie. Mais c'est vrai que le répertoire, il raconte un petit peu le départ de mes parents, le départ de mon père, de ma mère, l'exil. Ce répertoire pour ce trio. Voilà, pour ce trio-là. Voilà. Donc, l'histoire. Ça parle beaucoup de la nostalgie, ça parle beaucoup du départ, ça parle beaucoup de l'exil, ça parle beaucoup de... c'est peut-être pendant le confinement que c'était ces sujets-là qui me revenaient, mais en tout cas, j'avais envie de composer sur des histoires qui me sont arrivées, sur des histoires réelles, et ne pas composer pour composer. Voilà, c'est vraiment l'histoire du trio, c'est vraiment un journal intime dans lequel je raconte ma propre histoire. Et de deux, j'avais envie que le oud ne soit pas bridé pour coller à un saxophoniste. Je me suis dit, le flamenco, si lui, un guitariste qui n'a pas le quart de temps, mais que le chanteur, on entend le quart de temps, c'est qu'il y a des ponts quand même entre le quart de temps et la guitare. Pourquoi on ne trouvera pas ce pont-là avec le saxophone ou la contrebasse ? Quels sont les différents styles que tu mélanges alors dans cette musique ? Arabe évidemment, on va dire majoritairement, flamenco aussi, et troisième lieu, on va dire
peu de jazz. Il y a des parties improvisées ou... Il y a beaucoup de Il y a parties beaucoup de improvisées, parties voilà. improvisées. Il y a vraiment beaucoup même. Et vous avez joué récemment dans le milieu carcéral, Tout à fait. en partenariat avec le Panonica, il me semble. Exactement, c'est grâce au Panonica d'ailleurs que je remercie vivement, qui ont monté le projet pour qu'on puisse jouer dans un milieu carcéral, et c'était à la maison d'arrêt de Carquefou. D'accord. Donc je remercie les personnes qui nous ont accueillis aussi, parce que c'était vraiment une super belle opportunité pour nous. Comment ça s'est passé pour toi? Merveilleusement bien. J'avais pas envie pour le coup de faire le spectacle du trio tel qu'il a été écrit, Oui. parce que j'avais beaucoup parlé avec Camille de Panonica. Mhm. Et en fait, on se disait aussi que les conditions de vie dans le milieu carcéral, c'était déjà un peu dur, pour leur rajouter encore de la nostalgie, du départ des parents, faisant quelque chose de plus cool un petit peu. Et en fait, ça m'a renvoyé vers mon adolescence un petit peu, et au moment où j'ai changé d'instrument. Oui. Et je me suis dit, ça va être un moment un peu entre amis. Je vais prendre la guitare et je vais prendre le oud, sachant que je joue pas du tout de guitare de manière professionnelle. Enfin, sur scène, je n'utilise pas du tout la guitare, pour ne pas confondre un peu les rôles. Et je me suis dit, là, on va s'amuser, on est entre nous. Je vais prendre la guitare, je vais chanter, je sais pas, Ray Charles, Metallica, du Guns, Led Zeppelin, peu importe, et on va chanter tous ensemble. Et après, je vais prendre le oud pour faire le répertoire rap. Après, je vais poser la guitare pour prendre la oud. Enfin, inverser pour passer un moment, pour que ça soit vraiment interactif et que les gens ils puissent chanter avec nous. Ah oui, avec une autre dynamique alors. Voilà, c'est vraiment rien à voir avec ce qu'on fait sur scène et ce que je fais sur scène, mais j'avais envie de passer un moment comme si on était tous à la plage. Ça m'a fait envoyer les années de mon adolescence, d'être à la plage et tu sais chanter, est-ce que tu connais d'ailleurs même... Je suis parti sans les paroles pour si des paroles que je me rappelle il y a 20 ans, pas de problème. Sinon, on va chanter tous ensemble. Et puis, il y a un côté fédérateur, un côté libre, voilà. Liberté aussi. Et ça applaudissait, ça rigolait, on était même mort de rire. Dans la forme et tout. Mais j'avais pas envie de faire un spectacle bonjour et de jouer et merci, au revoir. Et vous êtes le public et oui, il y a une différence. Écoutez-nous maintenant, on va vous jouer un morceau. Enfin non, j'avais envie vraiment de... en plus, j'avais demandé une liste de morceaux avant. D'accord. S'ils ont envie qu'on joue un morceau. Et en fait, de cette liste-là, on a joué la liste et c'est à vous de chanter. Et je disais même, qui a demandé ce morceau-là? Il y avait quelqu'un. C'est à toi de chanter alors. Du coup, il chantait. Franchement, j'ai passé un super bon moment. C'était vraiment très agréable. Belle expérience humaine. Oui. J'aimerais que tu évoques aussi donc cet autre projet que tu as avec une artiste marocaine qui s'appelle Stranger Souma. Oui. Et dont le nom du projet s'appelle Laps de temps. C'est ça. Donc elle est DJ et elle fait de la production sonore contemporaine. Comment se passe cette collaboration? Comment ça t'est venu aussi cette idée d'aller dans un autre univers C'est vrai, en fait l'idée est venue sur un festival à Rabat. On jouait tous les deux à Visa for Music. D'accord. C'était en 2022, il me semble, 2023. Et en fait, on s'est croisés en pleine soirée. Et voilà, tu fais quoi? Je suis DJ, toi tu fais quoi? Moi je joue du oud et on est resté en contact jusqu'à ce qu'elle m'avait dit m'avait invité pour une résidence au Maroc. Et on avait monté le répertoire comme ça, juste en jouant. On n'avait pas de piste, pas de
On n'avait aucune exigence. Juste de jouer. On s'est dit, ah tiens, on va garder, on va prendre. Jusqu'à ce que le projet a pris forme. Et donc là, on est sur on va dire la dernière création, la dernière touche finale, avant de pouvoir maintenant peut-être tourner avec le projet. Donc ça allie Stranger Suma qui est aux machines. Oui. Et aussi à l'arrangement derrière et tout, et moi au oud. Sauf que je joue des pédales d'effet avec elle. D'accord. Donc voilà. Et que je remercie et que je salue de cette porte. Quand je t'avais demandé donc, au tout départ de présenter le oud, c'est aussi que j'avais vu dans ton parcours que tu animais des conférences sur cet instrument. Donc n'hésitez pas à vous adresser à Samir si vous voulez une conférence sur le sujet. Je pense que ça doit être passionnant. Et tu accordes pas mal d'importance au volet justement pédagogique et à la transmission. Je vois que tu as beaucoup œuvré avec différentes structures, différents conservatoires. Est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu tes expériences et puis tes activités actuelles ? En fait, la conférence, je ne vais pas revenir sur l'historique de la conférence parce que ça date de 2017. Mais en fait, l'idée de la conférence, c'était que j'avais envie de montrer un peu l'histoire du oud souvent. Le oud est victime, et j'aime pas du tout le terme victimisation, j'aime pas du tout être dans la situation de victimisation. Mais je vais dire que en Europe, il a quand même une forme un peu de victime dans la situation où souvent où on va connaître l'instrument avec le couscous, ou bien avec la danse orientale, ou bien avec j'étais à Marrakech, j'aime bien cet instrument, j'étais à Marrakech, ou bien souvent avec le chameau, ou bien OSS 17. Certains clichés en fait. Oui. Ouais. Et donc il est vraiment lié à beaucoup de clichés. En fait, l'idée de la conférence était que je vais essayer de chercher parce que je connaissais pas moi non plus ça. C'est juste que pour moi c'était difficile. Pour moi c'était des examens de fin d'année où on suait pour les passer. Et c'était compliqué quand même de jouer pour finalement arriver à dire un couscous. J'adore le couscous entre parenthèses, mais il y a la musique, il y a le repas. Et en fait, j'avais envie de montrer un peu que le oud n'était pas que Maroc, n'était pas que Maghreb, et qu'il est aussi ancien, et qu'il est aussi passé par l'Andalousie, aussi passé par la civilisation turque, la civilisation grecque. Enfin, beaucoup de civilisations, et qu'il a 5000 ans, et que c'est le grand-père de tous les luths du monde dans la guitare. Oui. Dans la guitare, Non, voilà, c'était l'idée de la conférence. Et en fait, plus moi-même je m'informais, plus je faisais des formations et des choses, plus je recherchais, plus je rencontrais des gens, plus je me dis, en fait, mais il est aussi large que on le retrouve partout quasiment dans le monde, et il n'est pas associé. Certes, en France, on va l'associer au couscous, mais dans d'autres pays, ils ne connaissent pas de couscous, et pourtant le oud, il y est. Oui. Non, voilà, c'est l'idée que j'avais envie de casser un peu les clichés et ne pas arriver, par exemple, et d'interpréter un morceau où comment on dit, je sais pas comment on dit en phrase soutenue, où je crache mes pompons pour entendre finalement à la fin, ça m'a fait penser le désert, ou ça m'a fait penser le chameau. Et j'avais envie un peu de casser ces clichés-là pour que, au moins, si ça te fasse penser à quelque chose, au moins pas le chameau, au moins pensons peut-être aux rois de France qui ont joué. Pensons à l'Andalousie qui ont joué parfaitement bien, pensons peut-être aux Turcs, aux Grecs, à la civilisation romaine, enfin à la Mésopotamie il y a 5000 ans, mais pas un pays ou deux. Écoute, nous arrivons à la fin de cette émission. Samir, merci beaucoup pour ta merci présence. À toi, je te remercie à toi, et puis je tiens aussi à remercier, je me rends compte en fait de la chance que j'ai d'être accompagné ou soutenu, et donc j'aimerais juste remercier toutes les personnes peut-être que j'ai pas citées dans le discours ou dans évidemment 20 minutes je peux pas tout remercier parce que sinon il me faut 4 jours pour toutes les personnes qui m'ont apporté. Et je remercie évidemment, on a parlé du trio, je peux pas penser au trio sans penser à Trompo qui m'a apporté quand même beaucoup qui a boosté le premier, qui nous a donné toute une formation Panonica évidemment, mon entourage personnel, l'élu du monde, et Dominique Blanc-L'Oeil qui est un ami. Enfin bref, c'est dangereux de commencer à citer des noms. Après. je retire, j'ai cité personne. Parce que finalement, pourquoi moi tu m'as pas cité? Pourquoi? Donc je citais personne. Après on réussit rarement seul. Voilà, en fait, c'est exactement. toute une succession de rencontres. Non, franchement, je remercie tout le monde, que ce soit ma femme, que ce soit dans tout mon entourage personnel, amical ou professionnel. Donc comme je dis, on ne peut pas réussir tout seul. Ouais, c'est ça. Sinon, ça serait triste. Des fois, je dis au public, merci d'être là, parce que
c'est vous le premier soutien en fait. C'est pas Trompeau ou Panonica. C'est sympa d'avoir quand même des structures ou la ville de Nantes, mais t'imagines, on a des structures, mais tu rentres dans la salle et t'as personne. C'est triste comme Oui, bien sûr. Donc le premier soutien vraiment c'est le public et je le dis tout le temps. Donc c'est vrai que tout le monde qui, de loin ou de près, merci. Quant à nous, nous retrouverons donc le mois prochain pour une nouvelle émission musicale sur Mon Studio TV. À tout bientôt. Yeah.